C'est-à-dire que si, après l'élection présidentielle, Ségolène Royal avait été en situation de faire 70% des voix, je ne l'ai pas soutenu. J'ai soutenu Félix Strauss-Kahn. Je ne suis pas royaliste. Je ne suis pas très tenté par ça. C'est une culture politique qui est compliquée à mes yeux. Mais en même temps, je serais en train de dire banco, allons-y avec Ségolène. Si je pensais que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, était sans difficulté aucune installé comme chef du Parti socialiste, je dirais banco. Je pense qu'il faut aussi faire de la politique en fonction des situations. La situation d'aujourd'hui, c'est que si on avait un débat, un combat entre les deux, il y en aurait un des deux qui ferait 35% des voix, l'autre qui ferait 25% des voix, et à l'arrivée, aucun des deux ne serait majoritaire, et on repartirait ensuite pour une confrontation constante entre ces deux candidats à la candidature pendant 3 ans. Et là, pour le coup, le parti serait paralysé. Moi, je préconise tout à fait autre chose dans cette situation, que le parti se donne 2 à 3 ans pour bosser sur ses stratégies d'alliance, bosser surtout sur ses idées, parce qu'il a été d'une paresse idéologique depuis quelques années assez désolante. Je conçois que beaucoup de gens autour de nous soient désolés. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est retrouver les idées. Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste au XXIe siècle? À la fois des idées fondamentales et des idées programmatiques sur toute une série de sujets. Donc qu'on se donne ces 2 à 3 ans de programme de travail. Est-ce que c'est un atout pour moi de me dire que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle? C'est pas un atout, c'est juste un engagement que je suis prêt à prendre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas à la fois dire je suis opposé à un congrès de désignation d'un candidat à l'élection présidentielle et le lendemain du jour où j'aurai été désigné premier secrétaire me mettre moi-même sur les rangs. Ce serait incohérent. Je pense donc que si on plaide contre le congrès de désignation, alors il faut s'engager à ne pas être candidat à la candidature à la prochaine présidentielle. Et je vais jusqu'au bout d'ailleurs de mon raisonnement. Je ne suis pas non plus pour un premier secrétaire faible. Moi je suis un parlementariste. Et je crois qu'il faut bien distinguer dans les institutions. Il y a le candidat à l'élection présidentielle. Par définition, la vocation est être président de la République. C'est la Ve République. Le premier secrétaire du Parti socialiste a vocation à être Premier ministre dans un système parlementaire, chef de la majorité, si vous voulez. Et donc, je ne définis pas non plus comme quelqu'un qui sera là uniquement pour laisser les autres tranquillement, sans avoir lui-même la moindre ambition. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais bon, par exemple, si je n'étais pas candidat premier secrétaire du Parti socialiste, je ne me sentirais tenu par rien. Mais, aucun engagement. Si vous êtes désigné par définition. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je serai candidat en 2012, mais bon, il y a des choses qu'on s'interdit en fonction d'une certaine situation, il y en a d'autres que on ne s'interdit pas, mais j'y pense pas. Hein, mais je dis juste qu'il y a des engagements qu'on prend dans un certain cas et qu'on ne prend pas dans un autre. Je crois d'ailleurs que si on avait cette confrontation de présidentiable entre deux candidats à la candidature auxquels tout le monde pense et qui sont loin devant les autres, ça susciterait des vocations. Pas forcément la mienne, mais il y en aurait d'autres. Vous verriez. À ce moment-là, fleurir les gens qui pensent à ça. Et ce serait le désordre. D'accord. Jusqu'à présent, dans ma vie, je n'ai jamais pensé un jour être président de la République, je vous rassure. Peut-être que là, maintenant, après avoir passé à Dauphine, là, je me raserai, rassurez-vous. Je ne suis pas un vrai barbu. L'inspiration vient en se rasant. Je ne suis pas un vrai barbu. Bien, nous allons donc passer maintenant... C'est un barbu de circonstance. Aux questions du public. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour Monsieur Moscovici, je me présente Abdel Pitroipa, journaliste pour une web TV pour ados. J'aimerais vous poser une question dans ce cadre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, il faut faire le parcours classique Sciences Po, l'ENA, comme vous d'ailleurs, pour pouvoir accéder à de hautes fonctions politiques? Pas du tout. Je pense même que c'est un cursus en voie d'extinction. Bon, il y a eu la République des avocats, il y a eu la République des instituteurs, il y a eu la République des professeurs, il y a eu à un moment donné la République des énarques. Aujourd'hui, franchement, c'est plutôt un handicap qu'un atout. Hein. C'est quelque chose qu'on vous reproche davantage qu'on ne vous porte sur le pavois parce que vous l'avez fait. Bon, j'appartiens à une génération où c'était encore quelque chose d'assez porté, mais je pense que dans les plus jeunes, d'une part, l'ENA attire moins que ce n'était le cas avant, d'autre part, le fait d'avoir fait l'ENA attire très peu dans la politique. Maintenant, on est beaucoup plus sur des gens qui sont des élus locaux, qui font leur voix par le terrain, ou qui sont dans des professions libérales, donc non, pas du tout, je crois que c'est un cursus tout à fait en recul,
qui n'est absolument pas nécessaire de faire, même si par ailleurs c'est un très bon cursus, mais c'est un très bon cursus pourquoi? Pour devenir professeur, pour devenir, fonctionnaire. Et au départ, d'ailleurs je vous avoue que quand j'ai fait l'ENA, c'était un peu par hasard, mais c'était parce que j'étais attiré par le service public. J'ai mis très très longtemps à m'imaginer avec ma binette sur une affiche. J'ai fait de la politique par un concours de circonstances, par des rencontres. Quand j'étais étudiant à l'ENA, j'ai rencontré Dominique Strauss-Kahn, qui était mon professeur. Ensuite, il m'a présenté à Lionel Jospin. J'ai été au cabinet de Lionel Jospin comme ministre de l'Éducation nationale. Et puis, j'ai pris goût petit à petit à ce genre d'idées. Et puis, un jour, il m'a poussé lui-même à entrer à la direction du Parti Socialiste. Et puis, étant à la direction du Parti Socialiste, je me suis présenté à une élection. Mais j'avais déjà 35 ans. J'ai pas fait partie des gens qui, tout petits, se disaient un jour, je serai député, je serai ministre. Et quand je regarde les gens de ma promotion, moi, je suis conseiller maître à la Cour des comptes, ils ont réussi leur vie différemment. Ils sont beaucoup plus riches que moi, beaucoup plus riches que moi. Ils ne m'envient absolument pas. Ils trouvent que j'ai une vie de chien, ils ont raison. Mais je l'ai choisi et je l'aime. Cela dit, non, c'est pas un cursus qui est ni royal ni obligatoire royal, qui n'est pas obligatoire, qui n'est même pas le meilleur, je pense, pour ça. Même si ce sont des gens qui ont aussi leurs qualités. J'espère. Il faut s'en guérir. En même temps, vous savez, il y a tellement de caricatures. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de l'ENA il y a 25 ans, bientôt 24 ans. J'ai passé 4 ans et demi, 5 ans et demi dans mon corps d'origine. Ça fait bien longtemps que je ne raisonne plus comme un énarque, j'espère. Si. Oui. Bonjour monsieur. Je voudrais vous poser une question. J'ai entendu parler d'une idée. Il s'agit de faire un passeport francophone. Donc, selon votre avis, est-ce que ce projet c'est utopie, bien c'est réaliste? Et si oui, quelles sont les conditions nécessaires et sinon pourquoi? Je ne connais pas ce projet, donc je ne peux pas me prononcer. Mais Il s'agit, on va faire un projet francophone qui permet à la population des pays de l'espace francophone de circuler librement comme à l'Union européenne, bien dans la région asiatique. Oui, non, mais c'est pas une mauvaise idée, sauf que le critère peut être quoi? L'appartenance à l'Organisation internationale de la francophonie, mais ça fait comme des frontières assez compliquées. Il y a des pays qui y sont pas des pays francophones, pas spécialement des pays francophones, et puis il y a d'autres pays qui sont très francophones qui n'y sont pas. Exemple, on va dire la Bulgarie d'un côté qui est membre de la francophonie et Israël qui n'en est pas membre. Or en Israël, il y a 20% de francophones. Donc c'est assez compliqué. Pourquoi pas? Oui. Oui, bonjour Monsieur Moscovici. Je me présente étudiant en master de gestion à Dauphine. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la mollesse, ou plutôt la paresse idéologique du Parti Socialiste. Vous dites que ça fait quelques années, moi je remarque que ça fait à peu près une dizaine d'années. Et c'est, on va dire, une paresse idéologique, mais aussi sur le fait de provoquer l'action. Notamment quand M. Jospin était à la présidence, il n'a pas forcément osé, enfin, en qualité de Premier ministre, il n'a pas forcément osé faire la réforme qu'attendaient les Français. Qu'est-ce qui peut nous faire croire qu'aujourd'hui, vous allez travailler dans un sens idéologique pour présenter un vrai programme constructif pour 2012 et gagner les élections? Car vous avez un potentiel énorme de vote, je pense, pour gagner des élections futures si vous proposez un programme cohérent. Moi, je pense que je ne demanderai aucun chèque en blanc pour le Parti Socialiste. Aucun. Je crois qu'il faut que le Parti Socialiste fasse la preuve. Du coup, c'est la politique par la preuve de ce qu'il est capable de faire. Donc, moi, pour le prochain congrès, j'ai un slogan extrêmement clair. Pas très vendeur en marketing, il faudra que je trouve la bonne formule, mais il doit accoucher d'un programme de travail. Si j'étais premier secrétaire, je proposerais qu'on organise, comme l'a fait l'UMP d'ailleurs, mais comme le Parti Socialiste l'avait fait avant l'UMP, quelques conventions, des grandes conventions et thématiques et générales, pour justement faire ce travail avec d'autres, avec les experts, avec les intellectuels, avec les syndicalistes, avec les entreprises, pour parvenir à avoir quelque chose qui soit beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, en 2012, on nous jugera sur ce que nous avons à proposer, non pas sur notre bonne ou sur notre mauvaise mine. Je comprends qu'on ne nous fasse pas confiance totalement là-dessus, au regard de notre rating juste passé. Mais en même temps, moi j'ai envie qu'on s'améliore fortement. C'est ça l'enjeu de la période qui vient. C'est beaucoup plus important, je vous assure, que d'avoir un chef
dont on se dit qu'il va être notre candidat, ou qu'il pourrait être notre candidat. Beaucoup plus important. Parce que si on se donne 2 à 3 ans pour bosser, et qu'après qu'on désigne notre candidat, on aura à la fois un bon programme et un bon candidat. Si on fait comme si on désignait le candidat d'abord, on n'aura ni programme ni candidat, parce que le match retour commencera le lendemain. C'est un peu ma démarche. Et je me souviens, puisque vous évoquez 10 ans, il se trouve qu'entre 95 et 97, je vous l'ai dit, j'étais très proche de Jospin. Et il est redevenu premier secrétaire, après l'élection présidentielle de 95. Et à ce moment-là, il m'a demandé à moi d'être secrétaire national aux études, comme on dit, c'est-à-dire le responsable du programme. Et on a fait 3 grandes conventions. Une convention sur l'Europe et la mondialisation, et la France. Malheureusement, depuis, le Parti socialiste n'a absolument pas progressé sur la question. Une convention sur ce qu'on appelait les acteurs de la démocratie, c'était Jacques Lang qui en était responsable. Et une convention sur les sujets économiques, où Jospin a eu l'habileté de faire travailler ensemble Henri Emmanuelli et Dominique Strauss-Kahn. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale en 1997, il y a eu un paradoxe extraordinaire, c'est que nous étions prêts et qu'ils ne l'étaient pas. Nous avions à l'époque ce qui est nécessaire, ce qu'avait Sarkozy d'ailleurs en 2007, une façon de raisonner, un objectif, parce qu'il faut un agenda en politique, c'était le plein emploi à l'époque, un problème majeur, et des mesures qui étaient simples, pratiques, parlantes. On en avait 3, on les aime ou on les aime pas. C'était les emplois jeunes, dans le secteur public, 350 000 emplois jeunes. À l'époque, le chômage des jeunes était très très important, notamment dans les quartiers difficiles. Et ça, comme élu local, je peux en témoigner quand même. C'est 350 000 emplois jeunes. Aujourd'hui, il y en a 320 000 qui ont trouvé des boulots. Et qui, franchement, et des boulots en CDI, qui n'ont pas trouvé à l'époque. Deuxième mesure, c'était les 35 heures. Je ne suis pas certain que tout le monde à Dauphine soit pro 35 heures. Mais il n'empêche que c'était une mesure simple, pratique et mobilisatrice. Et troisième mesure, c'était l'euro. Faire l'euro avec, notamment, les pays du Sud. Et il se trouve que, du Sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, alors qu'à l'époque, l'Allemagne de Helmut Kohl disait que c'était les pays du Club Med, une espèce de paresseux qui n'y arriveraient jamais. Ils y sont arrivés avec nous. Et donc, voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire travailler suffisamment pour avoir le moment venu, des mesures simples, des mesures pratiques, un discours clair, un agenda qui soit identifiable. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des élections et convaincre. Pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Quand vous dites 10 ans, je ne sais pas à quel moment le Parti socialiste s'est arrêté de travailler. Disons que je crois que le grand tournant du quinquennat de Jospin, enfin c'est d'un intérêt historique, hein, ça n'a plus c'est quand Dominique Strauss-Kahn a quitté le gouvernement. Non, c'est vrai. Vous dites ça parce que vous le soutenez, mais... Non, pas du tout. Je dis ça parce que après, on est entré dans une phase beaucoup plus immobile, beaucoup plus chaotique en même temps, où le gouvernement était très peu productif. On s'est vraiment enfermé dans une gestion assez appauvrissante, et j'étais encore là, hein. Donc je dis pas ça du tout. Je pense pas qu'il avait des vertus magiques, Dominique Strauss-Kahn, ou qu'il a des vertus magiques. Je fais juste un point d'histoire par rapport à ce qui nous est arrivé pendant ce quinquennat-là. Je pense sincèrement qu'il était l'élément le plus créatif du gouvernement de Lionel Jospin, le plus innovant. Et donc, avec Claude Allègre, oui. Et donc, qui est parti après avoir foutu un bordel absolument innommable sur son passage. J'aime beaucoup Claude Allègre, malgré tout. Eh oui, si. Je reste assez fidèle. Bon, je n'approuve pas grand-chose de ce qu'il fait aujourd'hui, hein, mais voilà. D'autres questions? Donc en fait, moi ma question, elle est de vous, mais elle traite du même sujet qui est donc la réforme de la gauche. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'une gauche moderne, et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette gauche moderne et comment arriver à allier à la fois donc l'extrême gauche, une gauche assez sociale, et une gauche qui est tournée vers, pas vers le modem, parce que le modem c'est un parti qu'on peut considérer presque comme mort, ou on ne sait pas encore, mais en tout cas vers le centre, comment allier les deux, et ce que vous pensez de cette gauche. Et la deuxième question qui est un peu dans le même sens, et aujourd'hui on parle aussi beaucoup de Mohamed Younous et de sa vision d'un capitalisme social ou de l'entrepreneuriat social, et donc d'adapter le capitalisme, et de le rendre plus social. Et j'aimerais bien savoir en fait ce que vous en pensez, pourquoi le Parti socialiste ne prend pas un peu sa méthode et son idéologie en compte aujourd'hui. Non, je suis assez séduit par la formule. Après, il faut travailler là-dessus comme sur d'autres hypothèses. Mais par rapport à ce que vous disiez au début sur la gauche moderne, écoutez, ça va peut-être surprendre certains ici, mais quand j'étais étudiant, dans les années 70, jusqu'au début des années 80,
y compris quand François Mitterrand a été élu président de la République, moi j'étais un sympathisant d'extrême gauche. Je l'ai été pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années. Je sais ce que c'est, je connais les qualités énormes de ces mouvements, la capacité de révolte qu'ils portent, leur capacité aussi à bouger, à faire bouger les choses, une protestation. Et il n'y a pas de gauche sans révolte. Ça c'est clair. La gauche c'est la révolte. Comme disait Camus, il faut d'abord savoir dire non. Mais il faut aussi savoir dire oui. Et la gauche, c'est pas seulement la révolte, c'est la révolte et la réforme. Donc moi, on ne me verra pas jeter la pierre au mouvement d'extrême gauche. Quand je me trouve dans une émission de télé avec Olivier Besancenot, maintenant, à l'époque où il disait que la gauche et la droite c'était pareil, c'était moins clair, mais ça n'est plus là, je me trouve avec un type de gauche, il y a des choses qu'il dit. En revanche, ce qui est évident, c'est que j'en suis revenu, il y a déjà longtemps. Et j'en suis d'autant plus revenu que je sais comment ils sont. C'est-à-dire que l'idée d'un programme commun avec Olivier Besancenot ou avec Arlette Laguillet n'a aucun sens. J'étais candidat aux élections municipales, il y a des gens qui sont venus me voir de lutte ouvrière en disant vous nous donnez un poste sur la liste municipale. Elle dit non, on ne va pas vous donner un poste sur la liste municipale parce qu'on ne pense pas pareil. Je ne vois pas de raison de mettre lutte ouvrière sur une liste municipale. Ce n'est pas le plus grave d'ailleurs, une liste municipale, mais comme social-démocrate, ça me paraissait compliqué. Je m'occupe, moi, du Parti socialiste. Je souhaite que le Parti socialiste soit un parti de toute la gauche. Moderne, pas moderne. Tout à l'heure, on parlait de scission. Écoutez, je suis pas mal à l'aise dans un parti qui va de... Éric Besson, il est parti, je crois. Enfin, je ne veux pas dire qui est le plus à droite dans le Parti socialiste, mais jusqu'à des gens qui sont très à gauche. Nous n'avons aucune raison de sectionner. Le Parti socialiste doit recouvrir tout l'arc de cercle de la gauche qui a envie de participer aux responsabilités. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Moi, j'ai envie d'un Parti socialiste qui fasse 30 à 35% des voix dans les élections. À partir de ce moment-là, franchement, la question des alliances devient un peu plus secondaire. C'est-à-dire qu'il peut à la fois avoir les voix de l'extrême gauche, sans passer les alliances, et attirer le centre sans sacrifier son âme. C'est à ça que je veux bosser. Le reste, vous savez, ceux qui commencent à réfléchir à des trucs compliqués, en se posant toujours les questions des alliances avec les autres, ils sont faibles. Il faut que le Parti socialiste soit fort. Après, ce que je disais au fond sur le MoDem, il faut inverser la question des alliances. La question c'est qui a envie de travailler avec le Parti socialiste. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Tout le monde en a envie, enfin, tout le monde. Beaucoup. Une majorité de Français. Dans ce cas-là, quel programme viable pour allier l'aile gauche du parti, enfin un programme concret, je ne sais pas, des idées concrètes pour allier l'aile gauche du parti, donc une aile social-démocrate et une aile même qui serait encore, enfin plus au centre, ou en tout cas cette aile-là, parce que pour l'instant on voit toujours une scission, on voit toujours des critiques, on ne voit pas vraiment un programme, enfin quelque chose de concret, des mesures concrètes qui ferait que comme vous expliquez, l'ensemble de la gauche se retrouve dans le PS. On se trouve ramené à la question qui était posée avant, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on arrive à avoir un programme. Je ne vais pas l'inventer ici maintenant, puisque je préconise au contraire quelques années de cure, de boulot sérieuse. Mais, vous savez, dans cette affaire-là, je suis un élu local. On sort des élections municipales. Sur les listes municipales, on a mis des gens qui étaient dans le courant de gauche du parti ou dans le courant de droite. Ces gens avaient un programme local. Parce que ce n'est pas uniquement sur le refus de Sarkozy qu'on a gagné les élections municipales. C'est parce que les gens se disent pour gérer les affaires locales, les socialistes et la gauche sont meilleurs que les autres. C'était sur la culture, c'était sur la démocratie, c'était sur la solidarité, c'était sur la manière de faire vivre ensemble les gens dans les quartiers, comment travailler sur à la fois les électeurs populaires, aussi sur les couches moyennes. Quand on a fait ça, dans les élections municipales, franchement, quand on faisait des listes, on ne se demandait pas qui avait voté oui ou non à la Constitution européenne. On ne se demandait pas qui était révolutionnaire ou qui était réformiste. Il y avait des gens qui parvenaient assez facilement au fond à défendre un projet qui était un projet de gauche, qui était un projet réaliste. Parce que quand on bosse sur une ville, on s'occupe de l'objet ville et puis on se dit voilà, il faut construire ceci ici, il faut plus d'hôpital, plus de places en crèche. Il y a une grosse différence par exemple, l'attitude par rapport à l'enfance ou à la famille, par rapport à la droite. J'ai envie d'une certaine façon que le Parti socialiste à l'échelle nationale sache faire ça, sans oublier les différences entre les gens, mais pas non plus s'inventer tous les jours des querelles qui sont artificielles. Je vais prendre un exemple, puisque je l'ai mentionné moi-même, cette histoire de oui et de non à la Constitution européenne. J'avoue que j'ai toujours été navré par ceux qui ont voté non. Navré. Parce que c'était pour moi quelque chose qui était tantôt de bonne foi, tantôt pas très intelligent. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on s'enferme à vie dans cette querelle entre le oui et le non.
Parti socialiste, c'est pas un club de constitutionnalistes foireux, c'est autre chose. Sur l'Europe, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire évoluer les choses dans le sens des sujets que j'évoquais, le modèle social, le développement durable, la puissance dans le monde, la capacité à jouer un rôle global. Alors bon, voilà, je voudrais que le Parti socialiste ne passe pas son temps à faire mal aux mouches, mais soit capable de faire des propositions qui soient assez rassembleuses, assez identifiantes pour rassembler une majorité de Français. Oui, bonjour. Pour la tête du PS, vous vous présentez. Claude Barthelone est intéressé, Julien Drey est intéressé, Ségolène Royal est intéressé, Delanoë peut-être. Vous n'avez pas peur qu'on s'y perde un peu avec tous ces candidats? Pas peur d'eux? Pas peur de s'y perdre un peu avec tous ces candidats, tous ces programmes différents? À l'arrivée, il n'y en aura qu'un. C'est la lutte. La politique, c'est aussi un espace concurrentiel. C'est de concurrence libre et non faussée en plus. Enfin, elle est libre, elle est parfois faussée, mais c'est un autre sujet. Non, je veux dire, moi je ne redoute aucune concurrence. Je pense qu'elle est saine, qu'il y ait l'émulation. Disons que les candidatures que vous évoquez et d'autres sont inégalement sérieuses.